Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis ravie de vous accueillir sur On s'en sort, le premier podcast qui parle d'addiction et de dépendance en toute transparence et avec bienveillance. Vous trouverez ici des témoignages de malades, de leur entourage ou de professionnels dans ce domaine. Nous sommes tous touchés par l'addiction, que nous y soyons personnellement confrontés ou qu'elle touche l'un de nos proches. Pourtant, cela reste un sujet difficile à aborder où beaucoup de préjugés et de clichés continuent de circuler. Alors j'ai décidé de donner la parole à ceux qui l'ont vécu. Après tout, ne sont-ils pas les mieux placés pour en parler ? J'espère que leurs témoignages vous aideront à mieux comprendre les mécanismes de cette maladie, que nous réussirons à déconstruire les idées reçues et surtout qu'ils permettront à d'autres malades de s'en sortir. Tout un programme, n'est-ce pas ? D'ailleurs, si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de m'aider à le faire grandir, n'hésitez pas à lui donner autant d'étoiles que vous le souhaitez sur Apple Podcast, à m'y laisser un commentaire, à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun nouvel épisode et à le partager autour de vous. Enfin, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook ou YouTube @on s'en sort. Allez, je vous laisse découvrir le témoignage du jour. Bonne écoute. On dit souvent que la vie est faite de cycles. Que ce soit en biologie, en astrologie ou même en marketing, le propre d'un cycle est qu'il se compose de plusieurs phases, chacune dépendant de la précédente, dans un enchaînement chronologique absolument nécessaire à sa clôture. Thierry nous raconte les 3 cycles des dépendances qui ont ponctué sa vie et revient avec beaucoup de positivité sur ces moments les plus sombres qui ont été nécessaires à la construction de l'homme qu'il est aujourd'hui. Il nous prouve que la rechute n'est pas une fatalité. Bonjour Thierry. Bonjour Pauline. Tu vas bien ? Très très bien. Super, écoute, je te remercie de répondre à mes questions aujourd'hui. La première question, c'est toujours la même. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es ? Bien sûr. Donc, moi, je me nomme Thierry Lacombe. Donc, j'ai 57 ans, un passé d'addiction, avec beaucoup d'arrêts, beaucoup de reprises et maintenant abstinent. Je travaille à la ville de Cherbourg-en-Cotentin. Okay. Et je fais pas mal de métiers aussi dans ma vie. Mais là, maintenant, je suis plus spécialisé dans le conseil local sécurité prévention de la délinquance. Okay. Voilà, à tout niveau. Pour toi, c'est quoi l'addiction ? Comment tu définirais ? Ce serait quoi ta propre définition de l'addiction ? Alors moi, ma propre définition de l'addiction, très longtemps que j'ai réfléchi à ça, et je l'ai toujours comparé à une relation amoureuse. Alors pourquoi ? Parce que dans l'addiction, il y a ce qu'on appelle, comme dans une relation amoureuse, la lune de miel. Il y a l'installation après dans la relation. Donc là, c'est pas avec une personne, c'est avec un produit. À un moment donné, il y aura une séparation, il y aura un divorce, et puis il y aura le deuil. Et le deuil, c'est la fin de... On ne peut pas dire que c'est la fin de l'addiction, mais c'est comment on gère ce deuil pour ne pas recommencer à continuer dans l'addiction. Et toi, la tienne, c'était quoi alors ? Moi, c'était une addiction à l'alcool. Okay. Donc voilà, je suis d'une génération où on pouvait avoir facilement différents produits. Puis il y avait l'alcool qui était assez accessible. Moi, je dirais dès le départ, même si j'ai un peu tout essayé, je pense que où j'ai été le plus réceptif, c'est l'alcool. D'accord. Et comment t'es tombé dans l'engrenage finalement entre l'alcool festif et l'alcool qui t'a rendu finalement malade ? Eh bien, c'est ce qui est un peu sournois dans l'addiction, c'est qu'effectivement, on passe au départ, tout c'est festif, on fait la fête, voilà. Et on vieillit, et à un moment donné, tout notre entourage, eux, reste dans des consommations normales. Mm-hmm. Et puis là, tu t'aperçois qu'effectivement, il y a peut-être un petit problème, parce que toi, tu as une nécessité d'avoir recours aux produits de plus en plus. Et donc toi tu t'arrêtes pas, enfin c'est pas que tu t'arrêtes pas, c'est que ta consommation est toujours plus prenante, et après tu glisses, après c'est toutes les semaines, après c'est tous les... Voilà, tu diminues et après ça devient vital, donc c'est tous les jours, quoi. Mais je trouve que c'est ce qui est sournois et pernicieux, c'est qu'effectivement tu glisses sans forcément t'en rendre compte. Ouais. Est-ce que ça a mis du temps pour que toi tu en arrives à consommer tous les jours ? C'est vrai que j'ai commencé assez jeune à faire la fête, j'ai dû vers 15 ans, quoi. Je suis vraiment devenu alcoolo-dépendant, j'étais quand même relativement jeune, aux alentours de 20 ans, quoi. Donc tu vois sur un laps de temps qui est quand même relativement court. Ouais.
Et quand tu es tombé finalement dans la dépendance, tes relations avec ton entourage, tes proches, ta famille, tes amis, ça a évolué comment? Au départ, je pense que les gens, la relation avec la famille, l'entourage, bon, ils n'y prêtent pas trop attention. De toute façon, c'est toujours ce que je dis dans l'addiction, elle ne pose pas de problème tout le temps que tu n'as pas de désagrément social. À partir du moment où ça pose des soucis au niveau social, c'est là que tu vas te retrouver isolé, que tu vas te retrouver où on ne va plus t'inviter, enfin, etc. Après, la famille, ils ont toujours une réserve parce que voilà, c'est ta famille. Après, les amis, t'en as beaucoup qui te lâchent, ce qui est assez logique. Sauf que tu te fais des nouveaux amis dans la dépendance. Mais moi, je relativise maintenant, c'est pas des amis, c'est des compagnons de boisson, quoi. Ouais. Voilà. Tu parlais des désagréments sociaux qui pouvaient arriver avec l'addiction. Toi, est-ce que tu en as connu? D'abord, au niveau du travail, parce que j'avais un besoin irrépressible de consommer, donc je trouvais tout prétexte pour sortir, pour aller boire sur le temps du travail. Donc là, effectivement, ça pose problème au niveau du travail, parce qu'ils voient bien que tu es moins attentionné dans ton travail. Après, j'ai jamais perdu de travail à cause de ça, parce que je pense que j'arrivais à contrôler, entre guillemets, plus ou moins. Après, avec la famille, ouais, ça a été compliqué. Le couple, je vois avec la mère de mes enfants, ça n'a pas été simple. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il y a eu aussi, le mot il est un peu fort, mais des menaces. Oui. S'ils ne t'arrêtent pas, on divorcera, etc. quoi. Donc tu vois que tu t'isoles quand même dans ta consommation à partir d'un certain moment, parce que ça devient vital, quoi. Oui. Et à ton avis, selon toi, ça tient à quoi quand, par exemple, ta femme, tu dis on va se séparer si tu continues de boire, mais en fait tu continues quand même, c'est pour quelle raison? Parce que c'est irrépressible comme tu dis, mais ça tient à quoi tout ça? L'alcool t'apporte quand même énormément, comme toute addiction, énormément de plaisir. Donc c'est ce plaisir que tu recherches au tout départ. Après, effectivement, c'est autre chose, mais après, ça devient... après, pour beaucoup, c'est certainement difficile à comprendre, mais c'est vraiment un besoin vital. Comme de l'eau, c'est vital pour vivre. L'alcool devient vital. Si tu ne l'as pas, tu as du manque. Le manque t'amène différentes crises. Et donc, effectivement, tu as ce besoin irrépressible d'aller chercher ta dose. Après, en ce qui concerne la relation, comme on parlait de, par exemple, ma femme, ce que je faisais, c'est que je disais, bon, allez, j'arrête. Voilà. Donc, tu arrêtes un certain temps, parce que tu arrives. Alors, moi, c'est vrai que j'avais peut-être une consommation un peu particulière, parce je pense qu'elle était cyclique. Donc, je pouvais faire des arrêts. Et donc, ça remettait le couple fonctionner. Jenny a fait des efforts. Sauf que quand je retombais dans le cycle d'alcoolisation, là, c'était à plus finir, quoi. Pour moi, ça faisait comme des cycles. Voilà. Je pense qu'effectivement, on n'a pas tous la même façon d'agir avec l'addiction. Ok. Tu parlais justement de tes relations avec tes proches. Notamment des menaces, et je pense que c'est un peu le lot commun, la réaction commune de l'entourage dans ces moments-là. Selon toi, quelle serait la meilleure façon de réagir face à l'un de nos proches qui est dans l'addiction? C'est hyper difficile pour les proches. Ce qui est très compliqué, c'est que la personne, quand elle est dans son addiction, elle a, donc, comme je te disais, cette recherche de besoin vital pour vivre, parce que de toute façon, voilà. Après, pour la famille, c'est hyper compliqué. C'est pour ça que moi, je pense qu'on s'intéresse souvent à l'alcoolo-dépendant ou à celui qui a l'addiction, mais on ne s'occupe pas de la famille. Je pense que la famille, elle a besoin d'aide, parce qu'il y a effectivement des choses qu'il ne faut pas faire. Entrer en confrontation. Je dirais que quand la personne est en pleine crise, c'est pire, parce que à la limite, c'est le pousser à aller consommer plus. Puisqu'on a aussi... notamment par l'alcool, cet effet anesthésiant et d'oubli, même si le lendemain tous les problèmes sont là, mais sur le moment tu oublies. Et donc je pense que quand tu rentres en confrontation directe,
c'est hyper compliqué parce que tu vas avoir deux murs face à face. Ouais. Comment il faut faire? Il faut essayer de comprendre comment l'autre agit, Ouais. ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut quand même arriver à assimiler ce que c'est que la problématique des addictions. Et puis faut l'aider, mais c'est pas facile non plus parce qu'il faut qu'il accepte l'aide, ce qui n'est pas toujours gagné. Et puis aller vers des organismes qui gèrent les addictions et se faire épauler pour savoir justement comment réagir face à quelqu'un qui a un problème, quoi. Et donc pendant toutes ces années, est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que tu touchais le fond ou vraiment un moment où tu t'es senti au plus bas? Lorsque la première fois j'ai vraiment fait l'arrêt, parce que j'ai trouvé une motivation pour arrêter, c'est que j'ai vraiment touché le fond. Et que là on voit bien qu'on ne peut pas s'en sortir, et qu'il faut se faire aider, et qu'après il faut avoir ce déclic. Et le déclic, c'est pareil, c'est quelque chose qui apparaît tout d'un coup, tu sais pas d'où il vient, mais voilà, tu sens que tu es au bout et qu'il faut absolument dire ouais, là il faut que je me préserve, il faut que j'arrête, quoi. Ouais. Après, moi c'est toujours ce que j'ai dit, et c'est dur justement pour les proches, comme on parlait, parce que tu le fais jamais pour les proches, tu le fais pour toi. Parce que si tu veux réussir, il faut que ça vienne au plus profond de toi, et que si tu décides d'arrêter, c'est pour toi que tu le fais, pas pour les proches. Donc c'est vrai que des fois pour les proches c'est difficile et c'est compliqué de se dire bah ouais, mais attends, pour moi il le fait pas, et pour lui il le fait. Donc c'est une démarche très égoïste. Et ça, effectivement, moi c'est ce qui est arrivé à un moment donné, égoïstement, j'ai dit ouais, mais ça le fait plus, il faut que je me fasse aider, il faut que je m'en sorte, quoi. C'est pas que tu penses pas à tes proches dans ce moment-là, c'est juste que tu peux pas tout faire pour les autres et voilà, ce moment-là, il faut le faire pour soi, parce que si tu le fais pour les autres et qu'à un moment... Ouais, parce que moi j'ai toujours dit que si tu le fais pour les autres, ça tient jamais. Parce que tu le fais pour, je dirais que c'est ça qui est particulier, tu le fais parce que tu te dis c'est pas bon là tout de suite, c'est chaud, donc tu le fais pour l'autre, parce que tu as de l'amour aussi pour la personne, donc tu le fais pour lui ou pour elle. Puis à un moment donné, tu dis c'est bien joli, mais moi j'ai besoin de ça, ma vie elle est comme ça. Et donc pour moi, quand tu le fais pour quelqu'un d'autre, ça tient jamais dans la durée. Et du coup, tu parlais du déclic. Toi, tu l'as ressenti comme ça, ou vraiment un jour, tu as eu un déclic et tu t'es dit c'est le moment, ou ça a mis un petit peu de temps? Qu'est-ce qui a fait en fait que tu t'es dit bon maintenant il faut que je me fasse aider, ou en tout cas il faut que j'arrête? Moi, je pense que c'est un cheminement assez long, parce qu'il faut que tu fasses ton parcours d'addiction pour arriver au bout. Et puis, s'il y a des éléments, moi, voilà, je me suis fait arrêter par les flics en bagnole. Quand mon fils est né, Thomas, sa mère était à la maternité, puisque voilà, avec Thomas, et moi j'avais ma fille, Émilie. Et je fêtais mon garçon, sauf que j'avais ma fille qui avait 6 ans et que je trimballais avec moi. Et là, tu te dis, non, c'est pas possible, je la mets en danger, quoi. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, parce que je peux pas mettre ma fille en danger. Elle a rien demandé, elle suit son papa, même pour Thomas qui arrive. Donc, ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter, de me faire aider. C'est vraiment le premier déclic. Après, c'est vrai qu'on y reviendra peut-être après, mais j'ai reconsommé beaucoup plus tard, etc. Donc là, ça a été ton premier déclic, tu dis. Tu as arrêté à ce moment-là. Comment tu t'y es pris pour arrêter? Donc je suis rentré en cure. Donc, 3 semaines au départ, et puis en fin de compte, c'était 4 semaines. Et je pense que j'avais une particularité. Je pense que j'avais déjà bien cheminé, bien réfléchi à ce que c'était que l'addiction, même sans trop connaître à l'époque. Et contrairement à beaucoup de gens qui étaient en cure en même temps que moi, j'ai jamais dénigré l'alcool.
J'ai jamais dit, ouais, non, c'est pas bien. Parce que souvent, quand les gens rentrent en cure, ouais, mais c'est pas bien, faut pas faire ça, faut pas. Moi, j'ai toujours dit que j'ai passé des super moments avec l'alcool. Ça m'a permis de faire des choses que j'aurais peut-être jamais faites. Et c'est vrai qu'en discutant avec les addictologues, les infirmiers et compagnie, ils disaient, ouais, t'as quand même un discours un peu différent, c'est intéressant parce que c'est pas parce que tu es en cure qu'il faut cracher sur tout ce que tu as vécu avant. Moi, il y a des moments qui ont été extraordinaires et puis si je suis là aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que j'ai eu cheminement par rapport à l'addiction. Donc c'est vrai que moi, j'ai jamais décrié sur ma consommation. Et puis voilà, j'ai fait ma cure, je suis ressorti, donc j'étais toujours suivi. Mais je pense que j'avais une réelle motivation, donc là, j'ai arrêté quand même, je dirais que donc 89 à 98, quoi, tu vois. D'accord. Donc il y a eu un long moment sans consommation. Après, je dirais que... T'es passé à alcool zéro ou tu pouvais... non, alcool zéro. Alcool zéro. Ouais. Okay. Parce que c'est vrai que moi, en plus, j'avais une consommation essentiellement dans les bars. Donc quand tu te retrouves dans un milieu bar festif, c'est vrai qu'il m'avait donné des petites pistes et c'est vrai que j'avais essayé, c'était pas mal. C'est que quand on est avec des potes et qu'on est au moment de choisir la boisson, c'est de pas attendre pour commander. C'est-à-dire c'est de commander en premier. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que tu es avec des potes, eux, ils ont pas de problème d'addiction, donc ils vont prendre une bière, ils vont prendre du vin. Si toi, tu es en dernier, c'est difficile d'aller dire, je vais te prendre un Perrier. Parce que tout de suite, on va dire, tous les regards vont se retourner vers toi. Même le barman va te chamailler. Même le barman, ils vont dire, attends, qu'est-ce que t'as fait la fête hier, et donc tu vas être obligé de justifier. Et donc j'avais cette piste, et puis je pense que comme j'avais cette motivation, que j'avais bien assimilé qu'on pouvait vivre sans l'alcool, qu'on pouvait faire la fête sans alcool. Donc ça s'est pas trop mal passé. C'est plus tard que j'ai compris qu'il me manquait quelque chose dans ce premier art. D'accord. Et avant tout ça, donc c'était essentiellement de l'alcool festif, entre guillemets, que tu avais, ou tu avais un peu aussi, tu pouvais avoir l'alcool triste, ou quand tu avais une émotion forte? Tu passes un peu par tous les... L'alcool, ça avait pour moi cet avantage-là, c'est qu'effectivement il y avait le festif, mais si j'étais pas bien, je prenais de l'alcool. Voilà, donc je me mettais plus bas que terre, de toute façon comme ça. Sauf que les problèmes étaient toujours là le lendemain. Voilà, mais c'est une réaction de défense. Au moins pendant ce moment-là, ça va. Tu souffles. Tu souffles. Ok. Donc ça, c'était ton premier arrêt. Ton premier arrêt. Donc ça a duré presque 10 ans, c'est ça. Ensuite, donc après, il y a eu une rechute. Alors, il y a eu une rechute, parce que séparation, divorce. Donc émotion forte. Donc j'ai tenu un peu, et puis tout d'un coup, j'ai dit, tiens, je vais reprendre un verre. Et puis j'ai repris un verre, et puis au départ, c'était espacé, et puis c'est revenu vraiment à tous les jours. Et donc ça, 98 jusqu'en... Ça a été assez court, mais par contre très intense, jusqu'en 99. Quoi, tu vois. Donc ça a été très court, mais intense. C'est pour ça qu'il y a des cycles très forts. Et de là, j'ai dit, bon, ça va pas parce que j'avais rencontré une nouvelle personne. Et voilà, j'ai dit non. Et puis il faut que j'arrête. Puis je pense que peut-être que j'y prenais pas autant de plaisir qu'au départ quand j'ai commencé sur la première phase d'addiction. Donc j'ai arrêté. Et là, j'ai commencé aussi à réfléchir sur l'addiction en règle générale et voir comment ça fonctionnait. Et là, je me suis peut-être aperçu qu'effectivement, le premier arrêt n'avait pas été forcément... J'avais eu l'arrêt de l'alcool, mais pas le fonctionnement. C'est-à-dire que je fonctionnais toujours comme quelqu'un addict. C'est-à-dire que j'avais arrêté le produit, mais je n'avais pas arrêté le fonctionnement de l'addiction. La partie comportementale. Voilà. Tout ce qui était comportemental, je l'avais gardé. Donc, effectivement, c'est là-dessus que j'ai eu cette réflexion et qui m'a permis de cheminer au fur et à mesure des années. Et puis, voilà, ça a tenu jusqu'en 2012.
D'accord. Tu vois, je fais des Oui. sauts de cabri comme ça. Ouais. Et la première fois justement où tu as été pris en charge en 89, on parlait déjà de l'addiction comme une maladie? Ouais, ils en parlaient déjà, c'était je dirais les prémices. Oui. Donc là, ils en parlaient déjà. Il faut bien qu'il y en avait qui avaient des réticences. Mais ça avait au moins l'avantage quand tu te fais aider comme ça, c'est qu'il n'y a pas de jugement par rapport à ce que tu fais. Et puis que de toute façon, tu es dans un milieu médical. Donc à un moment donné, pour être dans un milieu médical, il faut bien que tu reconnaisses qu'il y a une maladie derrière tout ça. Ouais. Alors après, à différents niveaux. Mais tu as quand même dans la cure, tu as des psychologues. Enfin voilà, donc ils savent que c'est lié quand même à quelque chose au niveau du cerveau, que tu réagis. Et puis que ça crée des endorphines. Tu vois, t'agites tout le truc du plaisir au niveau de l'addiction, quoi. Donc faut intervenir là-dessus. Et donc la maladie, ils en parlaient déjà, pas mal. Ouais. Et donc quand tu as replongé entre 98 et 99, tu es repassé par le milieu médical pour ressortir de l'addiction ou tu as fait tout seul? Non, j'ai fait tout seul. Tout seul. Ouais. Là, pareil, grosse motivation. J'ai dit, je vais arrêter. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la problématique des addictions. Donc d'abord en lisant des bouquins, etc., pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Mais là, j'ai arrêté vraiment tout seul. Ouais. Et donc jusqu'en 2012? Jusqu'en 2012, parce que à nouveau une séparation. Oui. Et là, sauf que quand j'ai reconsommé en 2012, c'est pas lié à la tristesse ni rien du tout, c'est qu'à un moment j'ai dit bah ouais, j'ai envie de refaire la fête. Sauf que là, ça a duré un peu plus longtemps. Ça a duré jusqu'en 2016. Oui. En plus, j'avais cette conscience de ce que je faisais, quoi. Contrairement. Tu sentais que ça repartait et tu le savais? Ouais, je savais, mais voilà. Ouais, c'était conscient, contrairement aux autres. Ouais. Donc voilà. Après, parce que je comprenais bien le fonctionnement, parce que j'avais fait entre-temps un DU d'addicto. Ouais. Donc je comprenais bien et je savais délibérément ce que je savais, quoi, ce que je faisais, quoi. Ouais. Après, ça amène plein d'autres désagréments, notamment avec mes enfants, etc., qui pour eux, ça a été des périodes difficiles. Donc Constance, que tu connais, pour elle, ça n'a pas été simple de voir son père, quoi, comme ça, mais il y a eu des moments où ils ont dit bah non, tu te débrouilles. Voilà, après c'est toujours très difficile pour les enfants de voir leur père comme ça, parce que quelque part tu sais pas quoi faire pour l'aider. Enfin, donc c'est vrai que pour eux ça a été hyper compliqué, quoi. Oui, parce que vu que tu as eu quand même des longues périodes d'abstinence, quand tu recommençais à boire, ton entourage, au-delà de tes enfants, comment ils réagissaient? Est-ce qu'ils te disaient mais qu'est-ce qui se passe, Thierry? Bah oui, il y avait de l'inquiétude, quoi. Ouais. Mais pourquoi tu consommes? Et alors moi après je biaisais, hein. J'ai dit non mais t'inquiète pas, je fais attention, pas de soucis, je gère. Ouais. Comme souvent disent d'ailleurs les gens qui sont dépendants, je gère. Et puis le soir quand j'étais chez moi, je gérais pas du tout, quoi. Voilà. Et je sais que pour eux ça a été compliqué. Bon après mes parents peut-être un peu plus de naïveté par rapport aux addictions, c'est quand même des personnes âgées, la culture alcool, ils sont dedans quand même. Après, mes enfants, ça a été très compliqué pour eux. Ils ont eu du mal à vivre ça, et ma nouvelle compagne aussi, puisque j'avais rencontré quelqu'un en 2012, et ça a été hyper compliqué, parce qu'il a fallu qu'elle gère quelqu'un qui consommait de l'alcool, et après, je pense que de voir quelqu'un s'effondrer avec l'alcool, c'est pas simple, et puis je pense que la personne peut se dire mais ça vient de moi, quoi. Tu vois, parce qu'en plus quand on s'est connus, moi je consommais, c'était mieux, mais là, le fait que je continue à consommer, à un moment elle a dû se dire ce qui est tout à fait compréhensible, mais c'est moi qui suis responsable, alors qu'en rien elle était responsable. Donc ça a duré jusqu'en 2016? Oui, là j'ai arrêté à nouveau, parce que pareil, j'ai fait mon cycle. Depuis donc abstinent depuis 2016, mais une abstinence, je dirais, plus ancrée, parce qu'en plus, entre deux, j'ai eu un accident où j'ai manqué quand même de mourir. Et là, je vois bien que je suis carrément sorti de ça, et que...
Alors peut-être par le fait que j'ai manqué de mourir, que j'ai eu cette chance d'être en vie à l'heure actuelle, et que j'ai cette force de dire non, l'alcool ça m'attire plus. Et que, voilà, ou alors je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire, quoi. Ouais. Donc, oui, parce qu'avec cet accident-là, ça aurait pu être tout l'un ou tout l'autre, parce que ça a été très dur. Ça aurait pu être soit là, je vais avoir besoin de reboire pour souffler, ou alors je le prends de l'autre côté. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit... parce que moi, je me suis mis à positiver, parce que j'ai eu cette chance de moi me sortir de cet accident. Je suis resté assez longtemps dans le coma. J'avais perdu mon ami, qui lui n'a pas eu cette chance. Et donc, à un moment donné, il y a aussi, je dirais, pour lui, de faire des choses, puisque j'étais engagé syndicalement, et de continuer le combat. Et puis de se dire, attends, on t'offre une chance d'avoir une deuxième vie, il faut la saisir, et il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Et donc, je pense que ça, c'est une motivation qui est très forte. Et que effectivement je vois la vie autrement, quoi. Et voilà, moi je relativise tellement de choses maintenant, parce que l'être humain a tendance à s'arrêter sur des bêtises, je dirais, alors que moi non, j'ai une philosophie beaucoup plus positive depuis l'accident. De quoi t'es le plus fier dans tout ça ? Dans tout ce parcours, je suis fier de tout, en fin de compte. Parce que ça soit mes mauvaises périodes, mes bonnes périodes, je suis fier de tout, parce que je trouve que je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Donc sans être narcissique, mais j'aime ce que je suis aujourd'hui, parce que je pense que j'ai une hypersensibilité vers les autres. C'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, dans le travail que je suis, où je suis dans la prévention délinquance, dans le boulot, j'ai pu aider des gens qui étaient en difficulté avec les addictions. Et je pense que tout ça, je l'ai acquéri parce que j'ai été addict, parce que j'ai eu des arrêts. Voilà, donc j'ai une empathie mais je pense que je l'avais déjà avant de tomber dans l'addiction. Je l'avais en moi, sauf que je l'ai développé. Et je trouve que je suis assez satisfait de ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, en plus, j'ai mes petites filles, donc tout, tu vois, c'est un ensemble qui fait que je suis heureux de vivre aujourd'hui, ce que j'étais peut-être pas avant. Et donc la vie après l'addiction, c'est comment ? Pour moi, la vie après addiction, c'est super, quoi. Parce que t'as pu... Au moins, c'est toi qui fais tes choix. Tes choix, ils sont réfléchis, tu fais ce que tu souhaites, c'est plus un produit qui t'impose de faire et de mener ta vie. Donc pour moi, c'est super, et c'est pour ça que moi, quand je peux aider quelqu'un qui est en difficulté, je le fais, parce que je veux qu'il trouve ce plaisir d'après l'addiction. Parce que souvent, il y en a qui ont peur quand ils arrêtent, c'est de se dire, on va se faire chier, quoi. Sauf que non, la vie est tellement belle qu'il y a plein de choses à faire. On peut aider des personnes, on peut œuvrer dans plein de choses. Et il y a tellement de choses à faire que c'est super, parce que quand on est addict, on rate beaucoup de choses, quoi. Quand tu es dans l'addiction, tous ces trucs-là, tu n'y penses même pas, quoi. Toi, quand tu es dans l'addiction, ce qui est important, c'est de dire, alors moi c'était l'alcool, il me faut de l'alcool parce que c'est un besoin vital. Donc c'est vraiment l'alcool qui décide de ta vie. Et ce qu'il faut gagner, c'est que ça soit toi qui gères ta vie et plus un produit, quel qu'il soit. Moi je sais que j'ai toujours une addiction au tabac et que j'ai énormément de mal à me sortir du tabac, quoi. Mais sauf qu'elle ne décide pas pour moi. Contrairement à l'alcool, ou je pense certaines autres addictions, où là tout tourne autour du produit. Et là c'est hyper compliqué, quoi. Pour toi, c'est quoi les clés pour ne pas replonger quand tu as un événement difficile qui arrive dans ta vie ? Tu es abstinent ? Comment à ton avis, sur quoi faut miser pour ne pas retourner vers le produit ? Il faut parler. Il faut communiquer. Chose que moi j'avais du mal à faire. Donc dès que je repartais
quand j'ai fait mes rechutes, je gardais ça pour moi, Ouais. en me disant de toute façon ça se verra pas, parce que je gère. Quand on se sent en difficulté, il faut pas avoir peur de le dire. Alors ça peut être à des amis, ça peut être à tes proches, ça peut être à ta compagne, ça peut, voilà, il faut parler. Il faut pas. Je dirais que maintenant, je dis, faut pas laisser le produit reprendre le dessus sur ta vie. Et du coup, maintenant que tu es abstinent, c'est alcool zéro à vie selon toi? Ah ouais, mais ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. Je sais que, parce que par expérience, dès que tu reprends un verre, il amène tous les autres. Et c'est ce que je dis quand les gens arrêtent, c'est de jamais, le but c'est de jamais de reprendre le premier verre. Parce qu'au départ, effectivement, tu vas reprendre un verre, tu vas dire ouais, tu vas attendre une semaine, un mois, mais il y en a un deuxième qui va revenir, après un troisième, puis après ça va se rapprocher. Tu en auras besoin de plus en plus. Et non, éviter de reprendre le premier. Parce que lui, il réactive tout. Parce que faut quand même savoir que le cerveau, il n'oublie rien. Puisque tu as donné du plaisir. Parce que même si toi, physiquement, ça devient compliqué, sauf que ton cerveau, tu lui donnes du plaisir. Puisqu'on est sur le circuit de la récompense. Et donc lui, il n'oublie pas. Si tu lui redonnes le produit qui lui donnait tout ce plaisir, il va réactiver tout. Voilà. C'est la complexité du cerveau. Oui, c'est ça. Donc toi, tu as passé un diplôme universitaire d'addictologie. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé dans cette démarche-là ? C'était toujours dans ma démarche de mieux comprendre ce qu'était une addiction. Donc, et puis j'avais envie au niveau boulot de travailler avec les centres d'addictologie, aider les agents en difficulté. Donc j'ai dit je vais passer un diplôme, donc je suis retourné à la fac. Et voilà, j'ai fait un DU d'alcoolologie, puisque à l'époque on ne parlait pas d'addictologie, mais le principe est le même. Ouais. C'est vrai que ça m'a pas mal aidé, et ça m'a permis effectivement de pouvoir aussi changer dans le boulot et de pouvoir être plus proche des gens, quoi. Ouais. Donc, je pense que j'ai ça. Oui. Et du coup, après ce diplôme, tu t'es lancé dans des démarches de prévention. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu as mis en place ? Mon mémoire, je l'ai fait sur l'alcoolisation des jeunes. Ouais. Donc on a créé une association où on allait dans les milieux festifs, festivals, etc., faire de la prévention. Et en plus, les amis avec qui j'ai créé cette association-là avaient aussi une compréhension de ce qu'était l'addiction. Et c'est ce qui nous permettait aussi d'intervenir sans jugement par rapport à la personne. Et puis, ce n'était pas forcément des gens addicts. Ils pouvaient être aussi juste dans une soirée festive. Et nous, ce qu'on craignait le plus, c'était l'effet de l'alcool express, ce qu'ils appellent le binge drinking. Et donc, de pas qu'ils se mettent en danger, quoi, quand ils étaient en festival. Donc, on a fait plusieurs festivals où là, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un gros problème d'alcoolisation. Parce que quand on voyait dans les états qu'ils se mettaient, et donc nous on intervenait, on les mettait en protection, etc. On avait constitué un stand et puis on appelait ça un bar à eau. Ouais. Parce qu'il faut, quand tu consommes de l'alcool, il faut vachement s'hydrater parce qu'en fin de compte, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'alcool ça déshydrate puisque ça élargit les pores, donc toute la chaleur s'en va vers l'extérieur. Donc en plus tu attrapes froid, donc voilà, on avait tout. Et puis après, moi je me suis tourné aussi, j'ai proposé ça au boulot où j'étais à la communauté urbaine, d'aider les agents en difficulté avec l'alcool. Donc parce qu'on avait mis, moi j'ai participé à la mise en place d'un règlement alcool à la communauté urbaine. Donc on pouvait faire souffler les gens, etc. Quand on avait des suspicions. Et ces agents qui étaient pris positivement, moi je les rencontrais et j'essayais de les amener vers du soin, donc vers les structures. Moi j'étais juste là. Après c'était juste je sais pas, de la manière dont j'amenais ça, il y avait de l'échange. Moi c'est vrai qu'il y en a un paquet qui se sont confiés à moi et il y en a un paquet aussi qui ont arrêté de boire. Et donc ça c'était des grandes victoires, quoi. Mais je pense que ce qu'ils aimaient, c'est qu'on parlait à bâton rompu. Moi il n'y avait pas un truc
très cadré. Oui. Et c'était pour eux, je dirais, une bouffée d'oxygène. Ils pouvaient parler aussi de ce problème, alors que c'est quand même, on sait que c'est difficile d'en parler. Puis maintenant, je suis sur la prévention des délinquance parce que voilà, j'ai élargi mon panel, mais ouais, je pense que je ferai ça jusqu'à ma retraite maintenant. Oui. C'est vrai que l'addiction en milieu professionnel, c'est un sujet qui est assez difficile. Déjà, quand on en parlait tout à l'heure, pour l'entourage proche, la famille, les amis, on ne sait pas trop comment agir. Donc pour les collègues de travail, des fois c'est encore autre chose, c'est encore une autre démarche. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place ou être faites tout simplement pour accompagner un collègue où on sent qu'il y a peut-être une addiction qui se cache, ou en tout cas ça peut être l'alcool, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être le cannabis, ça peut être plein d'autres addictions. Sauf que le souci dans le milieu du travail, c'est que la détection de l'addiction, ça met énormément de temps. Pourquoi ? Parce qu'au départ, alors même si maintenant ça a changé, mais moi à l'époque, c'est qu'au départ, tu as toujours un pot d'anniversaire, tu as toujours ceci, tu as toujours cela. Celui qui, je dirais, est dans l'addiction, au départ, il amuse tout le monde, c'est le clown. Donc tout le monde rigole. Des fois, il rate l'heure, donc ou il vient pas au boulot, donc on dit, ok, c'est pas grave, on va faire son boulot à sa place. Et puis ça revient de plus en plus souvent. Et puis à un moment donné, les collègues ils disent ça va, on fait son boulot. Et donc du jour au lendemain, il y a une sentence qui tombe, paf, convocation, peut-être licenciement et compagnie. Sauf que le mec, dans tout son parcours d'addiction au travail, on lui a jamais rien dit. Ouais. Donc on l'a laissé faire. Et du jour au lendemain, sans avoir mis de la parole, mis des mots sur ce qui se passait, on le sanctionne. Donc moi, quand on a fait le règlement alcool à la CUC, moi, ce que je disais quand je rencontrais les agents, c'est qu'on ne laisse pas partir un gars à la dérive. Au premier signe, on discute avec lui. Si il ne veut pas entendre, on l'envoie vers quelqu'un d'autre. Donc notamment, il pouvait me l'envoyer. Mais on ne le laisse pas grimper comme ça dans son addiction. Et puis du jour au lendemain... Lui, quelque part, même en plus, il trouve ça injuste parce qu'il ne sait pas pourquoi on le sanctionne. Oui, je comprends. Parce que souvent, des fois aussi, ce qui se passait, c'est qu'on sanctionnait la personne, mais on ne met pas, on ne met pas, on ne disait pas, t'es sanctionné parce qu'il y a de la consommation. Oui. T'es sanctionné parce que t'as pas fait ton travail, parce que ceci. Sauf que le problème, c'était pas ça, c'était l'addiction. Oui. Et donc ça a quand même pas mal évolué parce que maintenant, dans les entreprises, t'as beaucoup de règlements alcool, enfin, règlements addiction. En termes généraux, donc il y a beaucoup de moyens. Je pense qu'il y a aussi une évolution aussi des collègues de travail, des salariés qui tolèrent vont pas tolérer très rapidement que la personne se laisse aller. Donc ils vont parler assez vite. Je pense que il y a une notion où maintenant on va en parler plus. Et justement, par rapport aux jeunes, comment on amène le sujet de l'addiction à un jeune ? Parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'étais au lycée, et c'est vrai qu'il y a souvent des interventions, ça peut arriver, pour faire de la prévention, mais on est tout de suite sur non mais c'est mal, il faut pas boire, et l'adolescent est toujours dans la contradiction, c'est-à-dire que lui il se dit faut pas boire, du coup je vais boire, il se le dit pas, mais en gros c'est un peu comme ça que ça marche. Donc comment c'est vrai que moi, quand j'ai fait des interventions dans les établissements scolaires, j'avais pas cette manière d'agir. Ouais. Parce que de toute façon, en plus, quand on parle d'addiction, alors moi j'ai vu, on t'envoie les gendarmes qui te parlent d'addiction, donc ils sont sur le pénal, donc voilà. On t'envoie des gens qui effectivement vont mettre en accusation, vont juger. Donc moi j'avais pas ce positionnement-là, c'est-à-dire que je leur expliquais ce que c'était que les addictions en général, ce que ça faisait sur le cerveau, etc. Moi je disais, on n'est pas là pour vous empêcher de faire la fête, parce qu'il faut tester aussi. Et c'est important de faire des expériences, quoi. Donc, et je trouve que moi ça passait bien. Et ce que je reprocherais par exemple à l'éducation nationale, mais ça il commence à changer aussi. Ils avaient une tendance à faire, c'était j'appelle ça des opérations coup de poing. Oui. Donc on faisait tac, tiens, on va faire de la prévention. Oui.
Donc ils faisaient un truc assez éphémère, on faisait toutes les classes, et puis c'était tout dans l'année. Alors que moi je pense que quand on est sur de la prévention sur les addictions, donc il faut des intervenants, mais dans le programme scolaire, tu peux aller piocher et expliquer des choses qui ont un rapport avec l'addiction. Je vois sur la complexité du cerveau et les différents chemins du cerveau par rapport à la récompense, le plaisir, en SVT, tu peux l'aborder. Tu peux utiliser des textes en français, tu peux utiliser du Baudelaire, du Verlaine, etc., où ils ont des textes très, très prononcés sur les addictions, alcool, addiction et autres d'ailleurs. Et voilà, donc il y a moyen de faire un projet global sur l'année. Je voulais juste qu'on reprenne un point qu'on a abordé tout à l'heure, mais qu'on n'a pas trop approfondi, c'est sur la justification de ne pas boire, soit quand on a été alcoolodépendant ou quand on n'a tout simplement pas envie de boire d'alcool. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, comment tu réagis dans ces situations-là ? Alors effectivement, c'est un peu problématique parce que tu es toujours obligé de justifier pourquoi tu ne bois pas d'alcool. Donc après, chacun est libre de consommer ou pas consommer. Il y a des gens qui n'ont jamais consommé d'alcool, donc pourquoi ils auraient à justifier et pour X raisons. Et moi, je me suis aperçu quand j'ai fait les arrêts, par exemple, tiens, on prend la cigarette, t'arrêtes de fumer. Voilà. Sauf que t'arrêtes de consommer de l'alcool, tu vas à la pharmacie. Les premiers sirops qu'on te donne, c'est des sirops avec de l'alcool. Donc toi, tu es obligé de dire ouais, je voudrais un sirop pour la toux, mais je voudrais qu'il n'ait pas d'alcool. Donc l'autre va déjà se dire attends, pourquoi il ne veut pas d'alcool Tu vois, donc quelque part, tu es toujours obligé de justifier parce que moi je ne consomme pas d'alcool, on n'a pas à justifier. Pourquoi on donne systématiquement un produit alcoolisé alors qu'on a l'équivalent sans alcool ? Et c'est souvent comme ça. Tu vois ce qu'on parlait tout à l'heure, la tournée dans un bar, celui qui ne va pas boire d'alcool, tout le monde va se retourner vers lui et lui dire qu'est-ce que t'es malade T'es pas fun, t'es pas... Alors que moi je suis capable de faire la fête sans consommer d'alcool. Donc, mais j'ai pas forcément envie de justifier pourquoi je ne bois pas d'alcool. Donc, des fois c'est vrai que quand on me demande, je peux être très désagréable. Oui. Voilà. Pourquoi c'était important pour toi de témoigner aujourd'hui ? Pour moi, c'était hyper important parce que quand ça concerne les addictions, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. En plus, j'ai eu l'occasion de voir ta première séquence et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, je t'ai tiré mon chapeau parce que t'abordes des sujets qui ne sont pas faciles. Et j'ai dit, ouais, j'ai envie si je peux apporter quelque chose, une pierre à l'édifice. Moi, c'est quelque chose qui me passionne et si je peux aider Pauline, je vais aider Pauline et il faut que la parole, elle se libère, quoi. Et donc, c'est hyper important que plein de gens libèrent cette parole, donnent leur point de vue par rapport à une thématique comme celle qui est abordée aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on avancera, quoi. Est-ce que pour conclure, tu as un mot de la fin ? J'espère que par ce biais-là, que mes enfants un jour puissent l'écouter et puissent essayer de comprendre un peu les choses. Voilà, comme ma compagne, et qui s'aperçoivent qu'effectivement leur père a bien avancé dans sa vie. Merci Thierry pour ton témoignage et ton authenticité. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter et à mettre un maximum d'étoiles au podcast. Enfin, si vous avez des questions ou si vous souhaitez témoigner, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram @onsensort ou par mail contact.onsensort@gmail.com. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Si vous avez besoin d'aide, d'informations ou d'écoute, vous retrouverez l'ensemble des numéros verts à votre disposition dans la description de l'épisode.